Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors on parle beaucoup dans les commentaires de ce qu'est une relation saine. Qu'est-ce qu'une relation saine? Comment l'identifier par rapport à une relation qui serait plutôt malsaine, toxique, perverse? Et puis comment instaurer une relation saine lorsqu'on s'est sorti justement de tout ce qui est perversion, sorti d'un environnement pervers? Comment bien instaurer les conditions d'une relation saine et savoir ce que c'est en tant qu'acteur, c'est-à-dire ne pas être passif et se dire ah là je suis tombé sur une mauvaise relation, mais comprendre que la relation, ça tient autant à nous qu'à l'autre, on en a la responsabilité aussi. Alors comment créer ces conditions là pour une relation saine? Donc je vous propose une nouvelle série d'émissions sur ce thème de la relation saine, parce que ça nécessite du temps et il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Donc voilà, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette série d'émissions. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je n'ai pas encore terminé l'enregistrement, donc il y aura peut-être d'autres thèmes à développer, d'autres aspects à soulever plus en détail. Alors je voulais aussi vous rappeler que ces séries d'émissions, il faut les écouter en mode radio, comme si, tout en faisant autre chose, par exemple en cuisinant, ou il y a des personnes qui m'écoutent aussi en s'endormant. Pourquoi pas? Parce que c'est assez long généralement. Et je parle sur le mode, on va dire, radio, conversation, vous voyez, et pas sur quelque chose de bien structuré, avec des titres, etc. Parce que ce mode de construction des vidéos que je faisais au départ demande énormément de temps, et je n'ai pas ce temps en fait. Non, je veux tout simplement mettre ce que je sais au service des personnes. Prenez ce que vous avez à prendre. Ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Ça vient en fait de ma connaissance du problème, parce que j'ai effectivement été victime et j'ai de nouveau été victime après l'avoir été dans ma vie personnelle. Sur un autre secteur, donc au niveau professionnel, au niveau de la vie amoureuse, au niveau de la vie amicale et au niveau aussi de la vie familiale. Donc j'ai vu la question de la perversion, de la violence perverse sous tous ces aspects. C'est ce qui me rend légitime, mais aussi j'ai étudié en tant que sociologue, j'ai fait mes propres recherches pendant environ 10 ans, on va dire, vraiment à ne réfléchir que là-dessus, tout en travaillant évidemment, puisque je faisais ça pour moi. Donc je tire en fait cette connaissance de ces deux pôles, la connaissance livresque et la connaissance empirique, c'est-à-dire que j'ai acquise par l'expérience. Alors je voulais dire aussi que l'expérience ne suffit pas, parce que si on n'a pas dépassé cette condition et cette compréhension, et qu'on s'en soit sorti émotionnellement aussi, qu'on s'en soit sorti, donc ça nécessite d'avoir créé les conditions euh, d'une vie saine, et donc d'avoir pu prendre de la distance, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, c'est pour ça que je me suis sentie légitime en fait pour créer cette chaîne, qu'on peut l'expliquer à d'autres. Et je l'ai créée aussi parce que je ne trouvais pas des réponses à mes questions et aux questions que je me posais à l'époque, je veux dire quand j'étais victime. Et les personnes faisaient en gros un peu le perroquet, que ce soit des coachs, des psychologues qui parlaient sur la question. Et puis il y avait toute la connaissance qui avance de jour en jour sur le harcèlement, sur la perversion, sur l'agression, sur la violence, euh, des connaissances, enfin des recherches, des résultats de recherche dans toutes les sciences humaines que je voulais mettre au service des personnes qui écoutent et qui n'ont pas forcément le temps de lire tout ça, les mettre à disposition, les rendre accessibles. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et puis aussi pour montrer évidemment euh, le lien entre la perversion de masse qui est en train de se faire, enfin en tout cas en train d'apparaître beaucoup plus clairement aux yeux de tout un chacun actuellement, et les profils d'individus pervers, donc ce dont on parle par contre beaucoup sur les réseaux sociaux, les pervers,
les personnes perverses, perverses narcissiques, manipulateurs pervers, etc. Donc je voulais montrer qu'il y a un lien en fait, parce que la perversion, c'est pas simplement, alors je le dis mais je vais le répéter, je le répéterai tout le temps, c'est pas seulement le fait d'individus, vous voyez, qu'il faudrait ne pas croiser, sur lesquels il faudrait ne pas tomber, parce que d'abord ces individus sont de plus en plus nombreux, et puis parce qu'il y a une culture perversive de la société, et pas uniquement la société française, c'est la société occidentale qui est exportée dans le monde entier actuellement. Et donc c'est une culture qui est presque planétaire, on va dire, dans cette grande société humaine qu'est la planète. Et ceux qui en sont exempts sont, alors de manière sociale, hein, je parle au niveau social, les peuples qui en sont exempts sont les peuples de tradition, voilà, les cultures traditionnelles en fait, qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas eu cette culture occidentale et qui peuvent encore comparer, qui ne sont pas sous l'emprise, voilà, je dirais, de cette culture occidentale qui est exportée et qui est extrêmement perversive et de plus en plus perverse. Donc il y a des individus pervers parce qu'ils sont encouragés, il y en a de plus en plus parce qu'ils sont encouragés avec cette culture perverse, ces modèles qui sont exportés, à agir de cette manière cynique, méprisante, à violenter les autres, tout simplement en se disant c'est parfaitement normal. Donc cette culture perversive, elle est normalisée, elle devient une norme, un modèle, auquel on se conforme quand on n'a pas de modèle, qu'on n'a pas de repère. Aussi à l'adolescence, quand on se cherche, qu'on cherche des groupes de pairs et qu'on prend modèle sur ce que l'on voit à la télévision, ce qu'on entend dans les textes de chansons, avec les modèles, les personnes, les sportifs, enfin tous ces héros en fait, auxquels on s'identifie quand on est adolescent. Donc ça sert de modèle et ça donne un fil rouge pour les mentalités, les façons de penser, les états d'esprit. Voilà. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc les individus sont encouragés à devenir pervers sans le savoir. Comment ça se passe? C'est par le biais des institutions, évidemment. Donc j'en reparlerai si vous le voulez, mais vous pouvez aller regarder sur certaines anciennes vidéos qui datent d'il y a environ 2 ans, où j'expliquais un peu plus en détail cela. Enfin, c'est pas le propos aujourd'hui. Donc comme je le disais, il y a cette culture perversive, ce soubassement de toutes les mentalités des personnes qui orientent les comportements, les actions, les façons, les rapports, par exemple le rapport au monde, le rapport à soi, le rapport aux autres, et qui l'orientent d'une manière évidemment pervertie, c'est-à-dire qui va vers l'utilisation, l'instrumentalisation, la manipulation, plutôt que un partage, une harmonie et des rapports d'harmonie entre le monde, de complémentarité, voyez, entre le monde et nous. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, pour le rapport au monde et le rapport à l'environnement, le fait de vouloir utiliser et donc piller les ressources de la planète sans réfléchir à demain, c'est déjà pervers en soi. Le fait aussi d'utiliser la planète, de la prendre pour un objet, un outil, c'est aussi pervers, parce que ce sont des rapports de partenariat, de complémentarité, des rapports fraternels qu'on devrait avoir avec justement nos ressources, notre environnement, donc avec la planète, le monde. Voilà, et ce n'est pas le cas. Les rapports entre les personnes, c'est pareil, ce ne sont pas des rapports utilitaires ou des rapports de mépris de l'autre. L'autre n'est pas un objet, n'est pas un outil, c'est une personne, un être humain comme nous. Et donc, on ne peut pas le traiter de manière cynique, méprisante ou le rabaisser. Il a une valeur, il a un honneur, il a une dignité. Et donc, les rapports sains, c'est préserver justement, respecter et donc préserver cette dignité, cet honneur, ce qu'il est dans sa personnalité, dans son identité. C'est ça un rapport sain à l'autre. Donc là, les rapports à tout, c'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au monde, à l'environnement, il a été tordu, distordu. Voilà, donc à ce projet de suite d'émissions sur les relations saines,
c'est-à-dire sur comment reprendre des relations saines quand on a été victime longtemps. Donc là, je parle surtout pour les personnes qui ont été longtemps victimes, qui n'ont connu que ce modèle. Comment sortir de ces relations-là et instaurer un autre mode de relation, un autre rapport à soi-même. Voilà. Suite à ça, j'ai le projet aussi d'instaurer des émissions pour vous aider à appréhender l'avenir et la vie actuelle face aux événements. Parce que effectivement, les victimes de perversion, toutes les personnes traumatisées ont leur traumatisme, leur peur qui se réactive, même quand elles s'en sont sorties, quand il y a des événements comme ça sociaux dans leur environnement, d'une grande importance avec des enjeux vraiment tangibles, directs. Voilà. Donc ça peut créer toutes sortes de comportements. Je vais essayer de vous aider à y voir plus clair là-dedans, d'essayer de voir comment on peut se représenter les choses, comment faire en sorte de ne pas être dans la panique, dans la peur, mais au contraire suivre une autre voie de sérénité autant que c'est possible, tout en faisant face. Voilà, je vous propose de faire ça avec moi dans les émissions qui vont suivre. Et je vous dis bonne écoute pour la suite de ces émissions. À très bientôt pour une prochaine. Le problème avec nous qui avons été victimes de perversion, de violences de tous ordres, de violences perverses, d'agressions perverses, c'est qu'on ne sait plus. Comme on a vécu plus ou moins longtemps, les personnes les plus abîmées, c'est souvent parce qu'elles ont vécu longtemps avec des personnes perverses. Donc dans un environnement pervers, c'est-à-dire distordu, tordu, on va dire, pour tout, au niveau de la communication, de la relation elle-même, du rapport au corps, du rapport au travail, du rapport à la sexualité, du rapport aux autres, enfin, les rapports à la nature, tout ça est complètement tordu, détourné de son sens. Ce qui fait qu'on ne sait plus ce que c'est qu'une relation normale. Parce que pour nous, la norme, puisque c'était notre monde, notre environnement, ben la norme, c'est-à-dire ce qui était la norme dans notre environnement, c'était la perversion. Donc c'est pourquoi on se sentait différent. C'est ce qui fait que après, les personnes qui ont été victimes, qui en sortent, ou même qui sont encore victimes, se disent mais moi je suis différent, je me sens différent des autres, parce que pour eux, tout ce qu'ils connaissent des autres, c'est uniquement leur environnement, et comme leur environnement est truffé de pervers ou de relations perverses, ils ont l'impression qu'ils se sentent différents, ils se disent mais je dois être, je dois avoir quelque chose qui ne va pas, déjà, voilà, au départ, parce que comme ils sont définis, comme nous sommes définis par les autres qui sont justement pervers, quand on est dans un environnement, mettons à 80-90% pervers, on a l'impression d'abord qu'on n'est pas normal. Parce que c'est ce que nous disent, c'est comme ça que nous étiquettent les personnes perverses. Donc on culpabilise, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. D'abord. Et ensuite parce que on ne peut pas, on est uniquement défini par ces personnes-là et dans cet environnement-là. Donc on ne sait pas exactement qui on est. On n'a jamais pu chercher, surtout lorsque on a été entouré de pervers, depuis notre tendre enfance. Donc depuis tout petit, ce qui fait que on n'a jamais rien vu d'autre et tous nos repères, que ce soit par exemple dans le mode de vie, dans le mode de communication, sont ceux de la perversion. Donc on se dit c'est bizarre parce que moi, je me sens différent, j'ai des valeurs différentes, j'ai envie de choses différentes. Et on n'ose pas dire qui on est par peur de passer par exemple pour quelqu'un de faible ou quelqu'un de comment dire, qui n'a jamais rien vu, donc qui n'a pas d'expérience, surtout quand on est jeune par exemple, ou quelqu'un qui est, comment dire, toutes ces qualités, parce que ce sont souvent des choses très pures, très belles, et qui sont justement complètement dénigrées par les personnes perverses. Et comme on est dans une culture qui
qui devient de plus en plus perverse, eh bien, c'est pas bien vu non plus. Par exemple, si on aime regarder des séries où justement il y a des valeurs qui sont développées, du genre La petite maison dans la prairie ou Dr. Queen, ou il y a aussi Anne avec un E, c'est-à-dire les pignons verts, ce genre de choses. Les 4 filles du docteur March. Voilà, ce genre de choses, donc ils ne sont pas forcément des films à l'eau de rose, hein, mais ils développent des valeurs. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont honte de dire qu'ils aiment bien ça. Ou alors aussi Joséphine Ange Gardien, enfin, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, hein. Mais vous voyez, bon, par exemple, ça peut être un exemple, ça peut être autre chose, ça peut être aimer la poésie, ça peut être, je ne sais pas moi. Et donc en fait, ce sont des choses où on peut avoir honte, mais justement, par exemple, pour parler de ces petits téléfilms ou ces petites séries, elles développent des valeurs, d'ailleurs assez étranges. Enfin, au contraire, c'est pas étrange, mais on peut se questionner du fait que durant le confinement, toutes ces séries ont été complètement abandonnées. Séries qui n'apportent rien en termes de valeurs, si ce n'est que des valeurs inversées. C'est-à-dire des valeurs de, par exemple, ce sont les enfants qui éduquent les parents. Les enfants se moquent du fait que leurs parents sont pas tendance ou n'ont pas d'autorité, ou essaient d'être dans le mépris ou la moquerie. Je pense aussi à la petite série En famille, ou alors Scène de ménage, où justement on montre le mépris pour l'autre, quand bien même c'est notre conjoint, alors qu'on peut très bien faire les choses autrement, sans mépriser l'autre. Et c'est plutôt ça la recette d'un couple qui fonctionne bien, c'est de ne pas mépriser l'autre, justement, d'être plutôt dans le soutien. Et quand il y a des moqueries, elles sont toutes petites, mais elles ne sont pas exagérées, pas constantes. Or là, dans cette émission-là, juste pour prendre cet exemple, on nous martèle de mépris. Et après, comme ça devient des modèles de comportement, on pense, alors je dis on, c'est-à-dire nous tous, qui écoutons, qui voyons ça à longueur de journée, que c'est tout à fait une façon normale et de se comporter. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, quand on est dans un environnement pervers, si on se sent différent, on va d'abord penser qu'on a un problème, et puis ensuite on va se dire, bah ça c'est mon petit jardin secret, je veux pas le dire, et je dois avoir quelque chose où, comment dire, je vais me dévaloriser en permanence, en gros. Donc les personnes-là se dévalorisent parce qu'elles ont été dévalorisées. Donc elles vont dire par exemple, ah ben moi je suis nulle en histoire, ou je suis nulle en géographie, etc. Voilà, parce que le corps des professeurs à l'école, étant petit, leur a dit, bah voilà, t'es nul, ou alors on leur a fait comprendre, même si c'était pas dit, où ils ont compris qu'ils étaient nuls. Mais c'était pas nul. C'est simplement qu'ils ont eu des professeurs qui leur ont pas fait aimer telle matière, ou alors parce que l'éducation nationale ne nous fait pas aimer les matières, nous les présente comme des choses qu'on doit apprendre par cœur, sans nous donner le désir et le sens de ce qu'on apprend. Voilà, donc on n'est pas nul en histoire, etc. Tout ça, faut le laisser de côté. C'était des représentations complètement erronées qui nous ont définis, que ce soit l'école, notre famille, ou même le travail, par les méthodes de management qui sont complètement, qui sont aussi très néfastes, très toxiques. Et aussi le gouvernement, hein, ce sont les trois comment dire, champs dans lesquels se développe cette perversion. Alors, c'est les travaux de Jean-Pierre Le Goff, donc un sociologue, donc qui lui ne parle pas de perversion, en tout cas pas dans les ouvrages anciens qui datent d'une dizaine d'années, où il nous fait part justement du harcèlement et d'une culture, alors il ne parle pas de perversive, mais toxique, donc il n'utilise pas ce mot toxique, hein, mais qui est justement amené par l'école, par le management et par le gouvernement et les politiques. Donc il parle aussi d'une certaine influence
qui est apporté par la publicité, les médias, etc. Donc je ferme cette parenthèse. Donc on a été défini par un environnement pervers et donc selon des valeurs perverses, mais qu'on n'a pas su remettre en question parce qu'on était trop petits enfants, donc à la recherche de repères. On sait que c'était comme ça, les relations comme ça, la vie. Donc on a eu des mauvais exemples, on a été éduqués d'une mauvaise manière, donc sans vraies valeurs ou alors avec des valeurs inversées. Par exemple, vous pouvez avoir eu un éducateur, un père ou une mère qui vous disait une chose et qui faisait le contraire. Par exemple, qui vous disait il ne faut pas voler, c'est vraiment pas bien, faut pas voler, je veux pas que tu voles. D'un autre côté, qui valorisait les personnes qui volaient en étant fasciné, ou alors en disant bon, il a été très malin celui-là, ou alors en disant en tout cas tu peux voler mais il ne faut pas te faire prendre. Voilà. Vous voyez, ça c'est une contre-valeur, une valeur complètement inversée, pas la valeur morale et la valeur au top pour vivre ensemble en fait. Donc c'est ce que j'appelle une contre-valeur. Et quand on est dans un environnement comme ça qui donne un discours d'un côté moralisateur, voire même à punir l'enfant ou l'autre s'il n'a pas fait ce qu'on a dit avec un certain autoritarisme et puis oui, un certain autoritarisme, c'est-à-dire de l'autorité à outrance qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que celui qui fait l'autorité n'est pas légitime parce qu'il n'est pas capable d'éduquer. Et il ne fait pas ce qu'il dit, il n'est pas cohérent. Donc on vit en fait dans une certaine incohérence avec la peur et en fait devant quelqu'un de tout puissant qui dit une chose et puis en plus fait le contraire ou nous montre le contraire. Donc on n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas de sens et tout ce qu'on comprend c'est il y a une autorité et on est absolument obligé parce qu'elle est toute puissante, un peu comme un totalitarisme et relationnel, un totalitarisme relationnel. Et donc voilà, on est obligé de faire ce qu'on nous dit parce que sinon on va se faire taper ou on va se faire disputer ou on va y avoir des conséquences monumentales. Donc évidemment, ça ne permet pas de savoir qui l'on est. On est juste défini parce que, par exemple, si on ne fait pas les choses trop vite, on va nous dire qu'on est mou, ça va nous rester. Il y aura peut-être un petit sobriquet, un surnom qui sera donné dans la famille, comme quoi on est le mollasson ou la mollassonne, ou voire même des mots évidemment très vulgaires qui sont donnés et puis comme si c'était des petits mots affectifs. On en vient même parfois à aimer ces sobriquets, enfin ça peut être tout l'un tout l'autre, mais finalement parce que c'est une preuve que le parent, l'éducateur s'occupe de nous. Voilà, même si c'est d'une manière inversée, d'une manière mauvaise, mais il s'occupe de nous. Donc on a tel besoin d'être reconnu comme une personne, d'être là et d'avoir une place dans la famille, qu'on est prêt à accepter cette place-là. Voilà. Donc on est défini de cette manière avec des qualités, des défauts qui sont ceux qu'on aura bien voulu nous attribuer, voilà, et qui peuvent être complètement arbitraires, complètement le contraire de ce qu'on est réellement. Mais en fait, on y croit, on finit par y croire. Parce que c'est le regard qu'on porte sur nous qui nous définit. Et donc que d'autres, quand je dis qu'on porte sur nous, c'est-à-dire que les parents ou ceux qui s'occupaient de nous ont porté sur nous ce qui était important à nos yeux, c'est-à-dire plus tard les autres enfants, ou toute personne importante à nos yeux, eh bien on devient finalement ce qu'on dit de nous. Voilà. Donc, on a été défini, mais finalement, on ne sait pas qui on est vraiment. Ou alors, on va dire, quand on nous demande qui on est, ou s'il y a des tests de personnalité, ou on a besoin de se décrire à un moment donné, ben, on va donner ce que les autres ont dit de nous, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai, si c'est pas vrai. On ne cherche pas à savoir
On dit je suis comme ça, voilà, on dit que je suis comme ça. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on m'appelle, etc. Donc, quand on est comme ça, on n'a même pas cherché à savoir si c'était vrai ou pas, ses qualités, ses défauts. On en est au stade tout premier, c'est-à-dire qu'on est à peine en train de s'éveiller. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous avez déjà passé ce stade quand même. On est en train de s'éveiller et émettre, oser remettre en question cette théorie de notre personnalité qui est fondée, les fondements de cette théorie en pensant que c'est peut-être pas si vrai que ça. En réalité, c'est fondé sur rien. C'est fondé sur peut-être une caractéristique, mais qui était peut-être la caractéristique du caractère d'un enfant à l'âge où il a donné. Par exemple, si un enfant se montre coléreux vers 2-3 ans, qui est justement l'âge des colères, et si après le parent vous étiquette coléreux, coléreuse, même à 26 ans, à 30 ans, à 45 ans, et qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère pour une cause légitime, on va dire que vous êtes coléreux, ça va plus, parce que ça correspond pas, parce que ce sobriquet, cette caractéristique mis en épingle, qui a donc fait une étiquetage, qui vous a donné une étiquette, elle est fondée sur quelque chose qui est chez tous les enfants de cet âge-là. Donc qui n'est pas propre à vous. Mais par méconnaissance et par volonté de nuire à autrui, les personnes perverses, les personnes toxiques, continuent de vous affubler de ce sobriquet ou de ce défaut qui n'a plus lieu d'être, qui n'existe pas et qui ne fait pas partie de votre personnalité. Alors le fait de l'étiquetage, en fait, vous empêche de savoir qui vous êtes vraiment. C'est une sorte de brouillard, une fausse définition qui est faite et qui vous empêche d'aller même chercher qui vous êtes, parce que vous allez vous persuader vous-même que vous êtes cette personne-là qui a été décrite, donc souvent que vous êtes une mauvaise personne, ou bien que vous êtes une personne intelligente mais qui se la pète en fait, qui est trop, qui regarde les gens avec condescendance, etc. Parce que par exemple vous aurez osé remettre en question ou jouer sur les mots pour nuancer un peu plus le propos, etc. Et la personne se sera sentie, la personne éducatrice se sera sentie inférieure et donc vous aura traité de personne présomptueuse. Voilà. Donc en fait tout ça c'est basé sur rien, c'est basé sur les simples sentiments, la façon dont se sent la personne perverse au moment où elle vous donne où elle vous étiquette de cette manière. Et après, elle le garde parce que les personnes perverses ou toxiques, très toxiques, aiment beaucoup donner des sobriquets et étiqueter les personnes parce que ça les rassure. Ils ont besoin d'avoir des certitudes et de savoir quelles sont les failles et les défauts des personnes pour pouvoir évidemment les maîtriser, les contrôler, voire en faire leur esclave plus tard. Donc, c'est ce pourquoi on vous étiquette, mais ce n'est pas vous. Donc, il va falloir déjà sortir, remettre en question tout ce que vous pensiez être vrai. Alors, mettons que vous ayez 50, 60 ans maintenant, ou peut-être 40 ans, il va falloir remettre en question toutes ces années, depuis votre naissance, où vous avez navigué en eau trouble et où votre personnalité était fondée sur rien. C'est-à-dire, pas votre personnalité, mais la façon dont vous vous décrivez vous-même, votre connaissance de vous-même, est fondée sur très peu de choses si vous vous fondez uniquement sur ce que les autres ont dit de vous et que vous y croyez. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On ira plus loin dans les autres vidéos. N'hésitez pas à vous poser vos questions pour tous les thèmes en rapport avec la relation saine, la relation... une fois qu'on est sorti, les relations, une fois qu'on est sorti de ces relations perverses qui ont duré longtemps. Donc là, je parle surtout pour les personnes qui ont eu des relations avec des personnes perverses
ou très toxiques pendant longtemps, c'est-à-dire depuis leur tendre enfance en fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine cette fois et puis prenez bien soin de vous en attendant. Au revoir.